Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Donc, il y aura un mois d'interruption là pendant le mois de décembre qui était prévu, hein, même lorsque nous étions en présentiel. Je suis le calendrier que j'avais annoncé. Bon, j'espère que vous supportez tous relativement bien ce confinement. Je suis heureux que le, disons qu'il y ait une adaptation qui est assez remarquable de la part des enseignants et de la part de vous, auditeurs, pour justement suivre ces cours en vidéo. Je comprends très bien que ce n'est pas l'idéal, mais en attendant, ça nous permet tout de même une continuité qui est, je trouve, tout à fait intéressante. N'oubliez pas non plus la radio. La radio, ça va être la radio de l'UTL, ça va être complémentaire des cours, mais apporte aussi des chroniques, des rencontres. Donc, ça vaut la peine d'aller picorer sur les, la page d'accueil de la radio où sont affichés tous les podcasts, c'est-à-dire toutes les émissions déjà enregistrées. Voilà. Je voulais vous dire cela. Et nous allons passer, bien sûr, au cours. Alors, voilà, écran partagé. Donc, vous devez, par conséquent, voir l'annonce des principaux cours. Je vais essayer quand même d'apparaître, que vous me voyez un peu mieux. Donc, le prochain cours, bon, le 3 décembre ne compte pas, hein, c'est le même que celui que je fais aujourd'hui, 1er décembre, mais le prochain cours aura lieu donc début janvier. Alors, nous sommes toujours donc à l'époque Brejnev, où dans un chapitre qui promet d'être assez long, j'essaye d'étudier l'implosion donc du système soviétique qui arrivera, vous le savez, sous Gorbatchev, donc les prémices, disons. Alors, dans ce chapitre sur Brejnev, donc, j'ai déjà vu deux parties importantes du chapitre. La première partie où j'ai voulu me mettre dans une position quasi officielle, c'est-à-dire comment le régime lui-même se décrivait. Et à l'époque, c'était simple, il prétendait être une démocratie et il voulait en donner des preuves. Donc j'ai décrit cette démocratie que j'ai qualifiée d'une démocratie de façade, parce qu'en réalité, ce n'était pas une démocratie. Et dans une deuxième partie, j'ai essayé donc de pénétrer le système Brejnev, hein, pour voir comment ce système pouvait fonctionner. Alors en gros, nous l'avons vu, il y a une minorité de l'élite, ce qu'on appelle la nomenclatura, qui est au cœur du système et qui fait fonctionner le système pour sa propre satisfaction. Et cette nomenclatura désigne euh, quelques-uns d'entre eux, notamment le premier secrétaire général, pour appliquer sa politique. Et elle le couvre d'honneurs, de médailles. Donc c'est le cas de Léonid Brejnev, qui euh, peut apparaître à l'extérieur comme le dictateur. En réalité, il n'est que la marionnette de la nomenclatura. Et j'en suis arrivé à la troisième partie, alors, je vous ai dit celle qui m'intéresse le plus, parce que c'est la moins connue. En effet, il y a quelque chose de très important qui n'existait pas à l'époque de Staline. À l'époque de Staline, je représente ainsi la société. Il y a apparemment unité autour du Parti communiste, c'est ce qu'on dit. Donc tous les citoyens se sentent représentés par le Parti communiste
et appartiennent à des organismes, des associations, les jeunesses communistes, les femmes communistes, qui sont censées représenter parfaitement la société. Bon. Mais comme je l'ai déjà dit, même sous Staline, c'est un leurre, il y a en dessous cette société dominante, cette société dirigée par le Parti communiste, une société civile qui n'ose pas faire entendre sa voix, mais qui est victime souvent de la société officielle et qui, en tout cas, ne participe pas à sa politique. Alors, à l'époque de Brejnev, ça a commencé déjà sous Khrouchtchev, à l'époque de Brejnev, les choses sont devenues beaucoup plus nettes, encore que les historiens de l'époque en parlent très peu. Il y a toujours, bien sûr, à la tête de l'État le Parti communiste, qui donc irrigue la société, celle qu'on appelle la société officielle, mais au-dessous, souvent écrasée, il y a quand même une société civile qui se fait de plus en plus entendre, pour la bonne raison qu'elle a moins peur qu'à l'époque de Staline, et pour une deuxième raison, c'est que la société officielle ne la satisfait en rien et la société civile est donc obligée de se prendre en main. Donc tout cela, je l'ai expliqué. J'ai expliqué donc comment ce pouvoir communiste sous Staline dominait totalement la société et comment, donc, sous Brejnev, cette société, eh bien, elle a un premier comportement qui est en rupture avec le pouvoir communiste, puisqu'elle n'adhère pas, on l'a vu, aux préceptes du régime. Enfin, une partie de la société n'adhère pas aux préceptes du régime. Ensuite, cette société, on en est là, contourne le pouvoir sans l'affronter de front. Et enfin, il y a une autre partie de la société qui est carrément en dissidence, en rupture avec le pouvoir communiste. Alors, c'est ce que nous examinons. Nous avons vu la dernière fois ce premier comportement de rupture, c'est-à-dire que il y a des citoyens soviétiques qui refusent, par exemple, de militer au sein du parti ou au sein de toutes les filiales du parti, ça veut dire les jeunesses communistes, tous les groupements qui sont donc coiffés par le parti. Et fait plus grave encore, c'est que on note qu'il y a des citoyens, et de plus en plus nombreux, qui ne font aucun zèle et qui ne souhaitent absolument pas travailler en vue de la croissance de l'économie socialiste. Donc, j'avais rappelé, en donnant des exemples, ce que dans certains pays communistes, on appelle la flânerie, c'est-à-dire que dans les usines, dans les kolkhozes, les ouvriers ne se tuent pas au travail, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils prennent prétexte pour raccourcir tout le temps de travail quand ils le peuvent. Donc, j'avais cité quelques exemples. La question qu'on posait, as-tu pris tes 6 semaines? Puisque dans de nombreux pays communistes, les ouvriers, il était toléré que les ouvriers, pour des raisons notamment de santé, s'absentent, prennent un congé de maladie de 6 semaines. Bon. Et systématiquement, malades ou pas, les ouvriers prenaient ces 6 semaines. C'était devenu comme des congés payés. D'où la question, as-tu pris déjà tes 6 semaines? Bon, j'ai analysé un peu l'absentéisme pour expliquer pourquoi, montrer quelles sont les périodes dans l'année où l'absentéisme est beaucoup plus marqué. Et j'en étais arrivé à un second comportement extrêmement intéressant, important, qui montre qu'il y a bien une partie de la société qui boude le régime. C'est ce que j'ai appelé les attitudes de contournement du système officiel. Et j'avais développé un exemple tout à fait caractéristique qui est
la mise en place progressive, mais qui a commencé avec le régime bolchevique, hein, mais qui ne cesse de s'étendre, c'est la mise en place de ce qu'on peut appeler une économie parallèle, parallèle à l'économie officielle, qui donc prend de plus en plus de place. Alors, il faut imaginer, je l'avais dit, qu'il y a 3 économies. Excusez-moi, je vais éternuer. Une première économie qui est une économie qui est l'économie officielle, c'est-à-dire donc cette économie s'occupe de ravitailler les magasins, s'occupe de construire tout ce qui est nécessaire pour le quotidien. Donc, c'est l'économie officielle. Elle fonctionne très mal, je l'ai déjà dit, répété, l'économie officielle est un désastre. Le symbole, ce sont ces queues sans fin hein, devant les magasins où les gens, avec des cabas, tentent d'acheter quelque chose quand on apprend que dans tel magasin, un produit qui manquait jusque-là est enfin arrivé. Donc, c'est créé depuis longtemps, mais c'est quasiment tabou, se crée une autre économie qui, elle, fonctionne bien parce qu'elle reçoit l'essentiel des ressources financières du pays. C'est une économie qu'on peut qualifier de militaro-industrielle. C'est grâce à elle que l'Union soviétique a une armée qui est très puissante, notamment par son matériel. Cette économie militaro-industrielle, elle est cachée, donc il y a des villes entières qui travaillent pour elle et qui ne sont pas portées sur les cartes. Donc, c'est vraiment un secteur fondamental, mais je le répète, réservé donc aux militaires et dont on parle pratiquement pas. Et il y a cette troisième économie qui, donc, je le disais il y a un instant, s'est créée depuis la fondation du régime, clandestinement, en souterrain, qui est une économie parallèle et que j'ai examinée la dernière fois en disant que peu à peu, elle était devenue essentielle dans le régime. On ne peut pas concevoir une vie décente pour un citoyen soviétique s'il se borne à utiliser l'économie officielle. Forcément, il faut qu'il participe à cette économie clandestine, à cette économie parallèle. C'est une nécessité. Donc, alors, les exemples de cette économie parallèle, c'est le travail au noir. C'est-à-dire qu'on a un emploi dans une usine, dans un kolkhoz, mais une fois rentré chez soi, on travaille à autre chose que l'on va vendre clandestinement. Le produit, on va le vendre clandestinement. C'est pour ça qu'on vole des matériaux dans les entreprises pour pouvoir ensuite travailler. Les pots de vin sont bien sûr une pratique très généralisée, si bien qu'on en est arrivé à l'époque Brejnev à une situation qui est très critique. Tout peut s'acheter, tout peut se voler, tout peut se truquer. Et j'avais fait remarquer, pour terminer la dernière fois, que les fraudeurs, les voleurs ne font pas partie, comme dans nos sociétés occidentales, des couches les moins favorisées. Ces fraudeurs et ces voleurs appartiennent à toutes les classes de la société, parce que c'est une morale différente de la nôtre. On considère que voler l'État, ce n'est pas vraiment voler. Et à l'époque Brejnev, une majorité des délinquants soviétiques sont des fraudeurs. Et ce sont les délinquants que l'on attrape. Donc il y a tous ceux qui ne sont pas attrapés par la police ou condamnés par la justice. Donc la période Brejnev, c'est une période de corruption totale
encore plus importante d'ailleurs dans certaines républiques, comme cette photo doit être prise, certainement a dû être prise en Azerbaïdjan, c'est la récolte du coton, mais la corruption est généralisée et le gendre même de Brejnev hein, est au cœur de ce qu'on a appelé le scandale de la mafia ouzbek. Par conséquent, le mal est très généralisé. Alors, j'ai donné donc comme comportement de contournement du système cet exemple de la mise en place d'une économie parallèle. L'économie officielle ne satisfaisant pas, eh bien, on en construit une autre clandestinement. Je donne un deuxième exemple maintenant, c'est celui de la pratique religieuse. Bon. Officiellement, l'athéisme a été proclamé dès le début du régime et donc les religions sont tolérées mais sont condamnées, persécutées depuis plus de 60 ans à Nurs, depuis plus de 30 ans dans ce qu'on appelle les démocraties populaires, tous les régimes n'ont pas ménagé leur peine pour anéantir toute vie religieuse en mettant au point notamment une législation qui est très répressive et qui est destinée à empêcher la pratique religieuse, surtout la pratique de la jeunesse. Et il y a toute une propagande athéiste qui est marquée par des expositions où on essaye de montrer que la religion est vraiment aliénante pour le peuple. Il y a des publications très nombreuses, il y a des cours qui sont faits dans les universités, dans les écoles, des conférences. Sur la photo, c'est l'entrée de l'ancienne cathédrale Saint-Vladimir de Kiev, en Ukraine, et qui a été transformée, la cathédrale a été transformée en maison de l'athéisme. Je vous avais dit que lors de ma première visite à Nurs en 1968, j'avais visité à Leningrad, donc à Saint-Pétersbourg aujourd'hui, une cathédrale transformée aussi en musée de l'athéisme. Outre donc ces persécutions, cette propagande athéiste, il y a comment dirais-je, un gros effort qui est fait par le régime, les régimes socialistes, pour, disons, se réapproprier les rites religieux. Par exemple, je donne deux exemples. Le régime ne veut pas entendre parler des mariages à l'église, alors on a inventé une forme de manifestation, de cérémonie, qu'on appelle le rituel de la flamme éternelle, c'est-à-dire que les jeunes mariés se présentent donc dans un établissement officiel, la mairie, où il y a une flamme qui est entretenue, qui symbolise le sacrifice des soviétiques pendant la guerre. Et là, les deux mariés, comment dirais-je, revivifient, se recueillent d'abord devant la flamme et ensuite l'entretiennent en versant donc quelque chose sur la flamme. Donc c'est ce qu'on appelle un mariage socialiste. Mais ce rite qui aurait dû remplacer donc, le mariage religieux a très peu de succès. Même chose pour le baptême socialiste, hein, c'est-à-dire que là aussi, devant, toujours à l'hôtel de ville et devant la flamme, eh bien, on présente le nouveau-né, l'enfant, puisque cette flamme, donc du souvenir des actes d'héroïsme, est un symbole donc
de pureté, de don de soi, et ça ne peut que donner à l'enfant qui vient de naître un avenir, donc un avenir porteur de toutes ces vertus. Alors, je disais que les persécutions ne parviennent pas, la propagande non plus, la réappropriation des rites religieux non plus. On s'en aperçoit, si vous voulez, parce que ça c'est un ouvrage donc anti-religieux, Pourquoi il n'y a pas de Dieu, hein, en anglais publié. Donc je disais que malgré les gros moyens qui étaient utilisés, notamment parce que souvent on pense que c'est sous Staline uniquement, et après que les choses se calment. C'est faux. Hein. Sous Khrouchtchev, il y a un vrai renforcement de l'action anti-religieuse, mais même si, bien entendu, on ne le dit pas, on se rend compte, si vous voulez, que ces mesures n'arrivent pas à leur fin. C'est ainsi que lors des cérémonies religieuses, surtout lors des grandes cérémonies religieuses, lors des grandes fêtes, par exemple Noël, les rameaux, vous savez que les rameaux sont une fête plus célébrée encore que Pâques, hein, bien, lors de ces grandes fêtes religieuses, il y a beaucoup de monde dans les églises. Certes, surtout des personnes âgées, mais pas exclusivement. On note aussi, ce qui prouve l'échec de ces mesures, c'est que les candidats à la prêtrise sont nombreux. Je dis bien les candidats, parce que pour être prêtre, donc il faut être candidat, et le régime, le Parti communiste, donc, trie et limite le nombre des prêtres. Mais le nombre des candidats, même si en étant candidat, on risque d'être très mal vu, eh bien, ce nombre augmente néanmoins. Signalons aussi l'augmentation des publications clandestines. C'est d'ailleurs une dominante de la période Brejnev, parce que, encore une fois, la censure est moins dure, moins forte qu'à l'époque stalinienne. Donc, il y a des imprimeries clandestines qui travaillent surtout dans les républiques baltes, la Géorgie aussi, et donc des ouvrages religieux, des Bibles par exemple, peuvent être imprimés et peuvent se diffuser sous le manteau. De même, à partir de la période Brejnev, on voit naître des associations pour défendre le culte, défendre les droits des croyants. Alors, comment expliquer ce qu'il faut bien appeler un renouveau religieux? Il y a plusieurs explications qui sont tout à fait convaincantes, à mon avis. D'abord, pratiquer la religion, c'est quand même une réaction face au matérialisme, ce matérialisme qui est diffusé à grand flot, si je peux dire, par le régime communiste. Et par rapport au matérialisme, les églises apparaissent par leur spiritualité, par leurs rituels très variés, par leurs traditions, les contacts humains désintéressés qu'elles encouragent. Eh bien, les églises apparaissent de véritables oasis par rapport au régime officiel. Appartenir à une église, c'est appartenir à un milieu totalement différent et beaucoup plus humain que le milieu officiel. Autre raison pouvant expliquer ce renouveau religieux, c'est que les églises ont l'avantage d'offrir
officiellement ou clandestinement, des structures qui sont éprouvées parce qu'elles sont anciennes et elles sont diversifiées. Dans une église, on trouve un clergé, on trouve des confréries, il y a des séminaires, il y a des pèlerinages, il y a des publications, bref, des structures qui peuvent servir de cadre, de refuge à des éventuels dissidents. Euh, les églises, si vous voulez, sont vraiment des structures toutes prêtes pour recevoir donc et diffuser des doctrines différentes et encourager des actions différentes que les actions officielles. Et enfin, je dirais que dans ce contexte matérialiste, pratiquer une religion, ça peut être non seulement un acte de foi, bien entendu, mais aussi un acte politique. On marque ainsi la rupture avec un système de valeurs qui est imposé. Et ça explique que dans des pays comme la Pologne, nous en reparlerons, mais déjà aussi en Union soviétique, eh bien, les personnes qui reviennent vers les églises et qui donc se lancent dans une pratique religieuse ne sont pas guidées simplement par la foi, mais veulent marquer la différence avec le régime. Voilà donc ce qui explique ce renouveau religieux. Et il est évident que le fait que l'athéisme officiel soit bafoué, puisqu'il y a un renouveau religieux, montre qu'il existe bien dans ces régimes, dans ces pays socialistes ou communistes, qu'il existe bien clandestinement des oppositions, si vous voulez, à la doctrine officielle. Et je veux donner un troisième et important exemple de ces tactiques de contournement du système, c'est le renouveau des nationalismes. Officiellement, Brejnev, quand il arrive au pouvoir, dit dans un discours, les nationalismes, c'est fini. Il y a désormais un seul pays, l'Union soviétique. Et que l'on soit arménien, balte ou géorgien, ça n'a pratiquement plus de sens. On est soviétique, on est communiste désormais. Le nationalisme, c'est bon pour les petits bourgeois capitalistes. Mais dans un pays comme l'Union soviétique, ça n'existe plus et ça n'a plus lieu d'exister. Voilà ce qui est dit, ce qui est affirmé et ce que croit d'ailleurs l'Occident, qui est d'une très grande naïveté à ce sujet. En réalité, c'est faux. De même que j'ai parlé d'un renouveau religieux, on assiste à l'époque Brejnev à un renouveau des nationalismes. Je donnerai comme premier témoignage celui de Vladimir Boukhovski. Vladimir Boukhovski, j'aurai, j'espère, l'occasion d'en reparler, c'est un dissident qui, depuis l'âge de 20 ans, va s'opposer au régime communiste en Union soviétique. Et lorsqu'il sort de prison, puisqu'il est sans arrêt arrêté, au début des années 70, il est frappé, dit-il, par l'ampleur étonnante prise dans les différentes républiques d'Union soviétique par les mouvements nationalistes. Et il écrit « Ces mouvements sont très divers. Extérieurement, ils ont même des objectifs différents. Il y a néanmoins quelque chose de commun qui les unit tous, c'est leur conscience nationale qui s'est éveillée. Il y a encore 5 ans, le simple fait de discuter d'indépendance nationale ou de droit à faire sécession, il parle évidemment dans les républiques, dans les pays baltes, en Arménie, etc.,
Donc, il y a encore 5 ans, écrit-il, le simple fait de discuter d'indépendance nationale ou de droit à faire sécession suffisait à vous faire écoper vos 15 ans comme traître à la patrie. De même qu'est toujours considéré comme trahison le fait de partir pour l'étranger. Mais déjà, des citoyens résolus à se laisser guider par leur conscience et non point par leur carte du parti, commencent à contraindre l'État à compter avec leur réalité. Donc, il y a désormais, à l'époque Brejnev, un renouveau des nationalismes. Ça veut dire que la politique centralisatrice, russificatrice du Kremlin, qui est conduite donc depuis l'arrivée des bolcheviks, eh bien, cette politique qui est également très dynamique, ou se voudrait très dynamique à l'époque de Brejnev, eh bien, cette politique ne réussit pas. Elle se heurte à une vraie résistance dans plusieurs des républiques d'Union soviétique. Et ça, c'est la preuve aussi que cette société civile est en train, donc, elle a ses religions, peu importe l'athéisme, elle a son adhésion au nationalisme, à la langue nationale, à l'histoire nationale. Ça veut dire, si vous voulez, que l'Union soviétique est en train de, sans qu'on s'en aperçoive trop, d'archipéliser, de s'archipéliser, c'est-à-dire de se transformer peu à peu, de redevenir, si vous voulez, une mosaïque de nationalités. Alors, je creuse tout cela. Et je veux donner 3 exemples. Je pense qu'aujourd'hui, je ne pourrais en traiter que 2. L'exemple de la Géorgie et de l'Arménie. Il me restera pour la prochaine fois celui de l'Ukraine. Alors, disons quelques mots de la Géorgie, des Géorgiens. D'abord, un peu d'histoire, brièvement, hein, bon, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, moi j'ai eu la chance d'aller en Géorgie, en Arménie aussi, lors d'un même voyage, et vraiment ça a été un enchantement pour moi. Le pays est très beau, la Géorgie, avec des chaînes de montagnes du Caucase qui nous rappellent en plus grandiose les Pyrénées. Les gens sont très attachants, donc si vous avez l'occasion de visiter ces pays du Caucase Sud, n'hésitez pas un instant. Alors, après cette publicité pour les voyages en Caucase, je reviens donc à la Géorgie. Alors, je veux simplement rappeler, sans insister, parce que ce n'est pas le cadre, que la Géorgie est l'une des premières nations à avoir adopté la religion chrétienne comme religion officielle dès le début, pense-t-on, du IVe siècle. Alors, on vous explique pourquoi. Quand vous allez en Géorgie, on vous fait visiter des églises extrêmement anciennes. Ensuite, je dirais très rapidement que le pays, la Géorgie, a été annexé par les Russes au début du XIXe siècle, par le tsar Paul Ier, qu'elle va retrouver un très court moment une indépendance, en gros à la fin de la Première Guerre mondiale, donc entre 18 et 21, ça ne dure pas longtemps, et qu'elle est ensuite, par l'action des bolcheviks géorgiens, intégrée à l'URSS en 1921. Et ça n'est fini de son indépendance. Donc, cette histoire, elle est quand même intéressante parce qu'elle prouve que la Géorgie existe en tant que nation depuis longtemps et que son annexion est relativement récente et que donc on va comprendre pourquoi elle accepte mal cette intégration forcée à l'URSS. D'autant qu'elle va être traitée très durement par l'URSS dès qu'elle est intégrée. Alors, j'ai mis les photos de 2 Géorgiens célèbres, Staline et Beria. On aurait pu imaginer que comme ces hommes étaient géorgiens, bien, ils avaient traité le pays avec, disons, douceur.
c'est faux, au contraire. Il traite le pays avec méfiance, avec dureté. Il y a toute une série d'arrestations, d'exécutions en 24, en 1937, en 1948. Donc, le pays n'est non seulement épargné par Staline, mais au contraire, il est traité très durement. Mais le pays, les Géorgiens, acceptent très mal ce traitement et ils vont très vite apparaître comme des résistants coriaces. Ils, ils ont un remarquable sens de l'organisation, ils savent exploiter au mieux les ressources économiques de leur pays, qui ne sont pas, à dédaigner, loin de là. Et surtout, je l'ai dit tout à l'heure, enfin je ne l'ai pas dit, non, mais je voulais le dire, euh, avec la complicité des autorités communistes, de l'administration communiste, ils ont créé un marché commercial parallèle des plus florissants. Donc, la population géorgienne n'a qu'un désir, c'est conforter son particularisme, le protéger de toutes les tentatives de Moscou, et Moscou le sent. Et Moscou va tenter justement de reprendre en main ce qu'il appelle le bastion georgien. Alors, avant même que Staline meure, dès 1952, Beria, qui pense succéder à Staline, lance en Géorgie une très vaste épuration qui frappe à la fois le Parti communiste, mais aussi l'appareil d'État. Beaucoup plus tard, une vingtaine d'années plus tard, le Kremlin revient à la charge en tentant une énergique reprise en main du Parti communiste. Dans les années 70, les dirigeants georgiens sont accusés d'avoir toléré la corruption, donc de s'être montrés incompétents, tant dans le domaine de l'économie qu'en matière d'éducation de la jeunesse. Il faut traduire tout cela, ça veut dire que les dirigeants georgiens sont accusés de n'avoir pas assez convaincu ou tenté de convaincre les jeunes de regarder vers Moscou, vers l'Union soviétique, et les dirigeants ont laissé les jeunes donc se tourner vers la culture nationale georgienne. On accuse également ces dirigeants donc de laxisme face à la poussée nationaliste. Alors on les enjoint désormais, je cite, mais c'est une langue de bois qu'il faut traduire. Alors on les enjoint de faire découvrir le triomphe de la politique léniniste des nationalités, ça veut dire si vous voulez, la non-reconnaissance des nationalités, c'est ça le triomphe de la politique léniniste. Le sens historique de la fusion des républiques soviétiques dans un État socialiste multinational unifié, eh bien, on leur reproche donc de ne pas être arrivés à convaincre leurs concitoyens de cela. Et dès l'été 72, donc en pleine époque Brejnev, des têtes tombent, celles des secrétaires du Parti communiste. On nomme un homme qui est un spécialiste des questions de sécurité, d'ordre public, un homme dur, même s'il aura une autre image par la suite, Édouard Shevardnadze, qui aussitôt procède à des purges, mais de très grande ampleur. 9500 membres du Parti communiste géorgien sont exclus, 7000 membres
des jeunesses communistes également exclues. On arrête plus de 25 000 personnes au total. Mais malgré ces mesures, ces purges, le malaise persiste et au contraire, on assiste à une recrudescence de l'agitation nationaliste. Alors comment se traduit-elle, cette recrudescence? Eh bien, d'abord par des actes de terrorisme qui ont pour cadre surtout la capitale de la Géorgie, Tbilissi. Tbilissi, j'en ai un très beau souvenir. Il y a quelques collines qui dominent la ville et donc c'est facile de les gravir. Et là, on voit cette ville qui est très belle, hein, Tbilissi. Donc, je reviens dans ces années Brejnev, donc, des attentats sont commis contre des personnes, notamment des policiers, contre des biens d'État. On dynamite en septembre 1972 un monument qui avait été érigé en l'honneur des libérateurs russes de la Géorgie en 21. Bon, les libérateurs, ce sont les bolcheviks qui ont mis la main en réalité sur la Géorgie. Donc, ils sont plutôt mal vus par les nationalistes. Donc, en septembre 1972, le monument en leur honneur est dynamité. Il y a l'incendie de l'opéra de Tbilissi en mai 73, des bombes dans les édifices publics de Tbilissi en 75. Par exemple, la station des machines agricoles est attaquée, un dépôt d'automobiles, une usine de matières plastiques. En janvier 76, il y a un détournement d'un avion militaire, une attaque en mai 76 d'un arsenal. Donc, vous voyez, ce n'est pas anodin tout cela, hein. Alors, bien sûr que la police réagit, le Kremlin fait arrêter, fait torturer, organise des procès, mais l'intelligentsia, surtout, prend la tête de l'opposition. Et c'est assez remarquable. Dès juin 1974, se crée un groupe d'initiative pour la défense des droits de l'homme qui proteste contre les arrestations arbitraires, contre les pressions, contre les tortures. Et parmi l'intelligentsia, il y a un homme qui vraiment apparaît au premier plan et qui va jouer un rôle remarquable, c'est Ziad Gamzakourdia. Alors, ce n'est pas n'importe qui, hein. Il est né en 1939, il appartient à une famille de l'élite politique et intellectuelle, puisque son père était académicien, grand écrivain, diplomate, et Ziad, donc, il a 16 ans à peine, en 1955, il crée un groupe de jeunesse d'opposition pour la défense des droits de l'homme en Géorgie à 16 ans. C'est quand même plus que remarquable. L'année d'après, donc à 17 ans, il est arrêté déjà. Il sera arrêté très souvent parce qu'il participe là à une manifestation en 56, une manifestation très très complexe, mais qui, on le découvrira plus tard, est dirigée essentiellement contre la politique de russification du Kremlin. Donc, il va être arrêté, il va être enfermé dans un hôpital psychiatrique de Tbilissi, parce que la nouvelle méthode Brejnev continue à envoyer au goulag les opposants, comme ses prédécesseurs, mais il invente, si je peux dire, un nouveau système. On considère qu'un opposant ne peut être que dérangé, que fou, et que dans ces conditions, on l'envoie dans un hôpital psychiatrique où là, on lui fait subir des tas de traitements qui le rendent, qui l'affaiblissent. Enfin, c'est un scandale. Donc, Gamza-Kourdia est lui aussi est soumis à ces traitements. Ça ne l'arrête pas, il ressort,
et il se lance en 72 dans une campagne contre la corruption. Il est très proche de l'Église orthodoxe et en 73, il va fonder un groupe de défense des droits de l'homme. Ça va être le premier Géorgien à participer à une organisation d'Amnesty International. Bref, c'est un homme qui est sur tous les fronts de l'opposition et le Kremlin n'arrive pas à le faire taire parce que désormais, il a été repéré par des journalistes occidentaux et la presse d'Occident commence à parler de lui. Donc, le Kremlin ne peut pas l'éliminer trop facilement. Donc, l'intelligentsia prend la tête. Alors, que désire cette intelligentsia? Quels sont ses chevaux de bataille? Bien, il y a surtout la langue géorgienne. Une langue, là j'ai mis l'alphabet, c'est magnifique. Hein. On s'en rappelle un peu, mais ça n'a aucun rapport. Mais enfin, pour moi, le khmer, la langue khmer, enfin, c'est des signes, des très beaux signes. Donc, les intellectuels veulent défendre la langue géorgienne. Il y a un congrès à Tbilissi qui se tient au mois d'avril 1976, où un écrivain notamment s'insurge contre la discrimination de la langue géorgienne dans les écoles, dans les universités. En effet, depuis 1975, la plupart des manuels d'enseignement supérieur sont rédigés désormais en langue russe et exclusivement en langue russe. Et cette question linguistique est ressentie vraiment comme fondamentale, non seulement par l'intelligentsia, mais par l'ensemble de la population. Et à la mi-avril 78, plusieurs milliers de personnes, 5 000 à 30 000, envahissent les rues de Tbilissi pour manifester leur opposition au projet de nouvelle constitution, parce que la nouvelle constitution ne prévoit pas de faire figurer, comme dans l'ancienne, la clause qui précise que le géorgien est la langue officielle de la République. Donc, le Kremlin s'emploie à supprimer cela. L'opposition continue et au printemps 1981, par 2 fois, le 23 et le 30 mars, des étudiants de Tbilissi descendent à nouveau dans la rue afin de protester contre le renvoi d'un professeur de littérature, pour exiger que l'enseignement de l'histoire de la Géorgie figure toujours dans les programmes scolaires et universitaires. Alors, le Kremlin est dépassé et pour endiguer cette forte poussée nationaliste, adopte une tactique que je qualifierais d'insidieuse. Eh bien, le Kremlin continue à arrêter, à torturer, à envoyer en hôpital psychiatrique, mais il trouve mieux, il exploite contre les Géorgiens les mécontentements d'un groupe national qui vit en Géorgie, en Abkhazie. Les Abkhazes, qui s'estiment brimés culturellement par les Géorgiens, et les soviétiques, les officiels du Kremlin, le KGB, versent de l'huile sur le feu pour faire en sorte que les Abkhazes donc s'opposent aux Géorgiens, ce qui fait évidemment un mouvement de diversion et des ennuis. On veut prouver que les Géorgiens ne respectent pas non plus l'identité culturelle de leur minorité nationale. Et ce problème reviendra en 2008 au moment de l'invasion de la Géorgie par les troupes de Poutine, dont nous en reparlerons. Alors, je vais arrêter là et la prochaine fois, donc, c'est-à-dire dans un mois environ, je rappellerai la poussée nationaliste des Arméniens. On parlera du Haut-Karabakh, dont on parle beaucoup aujourd'hui, comme vous le savez. Donc, je vous souhaite, je ne sais pas quoi dire, je vous souhaite de rester en bonne santé durant ce mois et tout de même de profiter, peut-être pas comme
les autres années, mais de profiter de ces congés de Noël et de fin d'année. À bientôt.